Soyez les bienvenus à cette nouvelle Agora dans le Rouennais, en présentiel, avec énormément de personnes présentes et je me permets de vous en remercier. Et puis également en distanciel du côté de Facebook, puisque l'Agora est retransmise en direct à ce moment précis. Alors j'en profite déjà pour faire une première parenthèse. Toutes les personnes présentes ici en présentiel, mais également de l'autre côté de Facebook en distanciel, pourront poser leurs questions et elles seront bien sûr traitées dans les meilleures conditions, puisque, pour rappel, nous avons des intervenants professionnels pour pouvoir parler de la santé mentale. La santé mentale, un sujet qui est très vaste, qui, je suppose, nous aurons les réponses tout à l'heure, nous concerne toutes et tous, à tout âge peut-être, mais je n'en dirai pas plus, puisque nos intervenants sont là, justement, nos spécialistes, pour pouvoir en débattre avec vous. Alors, pour présenter les choses, et notamment nos intervenants, auparavant, nous allons accueillir, sous vos applaudissements, pourquoi pas, ça nous mettra une bonne humeur, Monsieur Georges Bonneau, s'il vous plaît. Bonsoir Georges, je vous donne la parole. Bon, tout d'abord, je vous demanderai de bien vouloir vérifier si vous avez mis vos téléphones sur vibreur ou si vous les avez éteints, s'il vous plaît. On n'y pense pas souvent et ça pose problème. Alors bonjour à toutes celles et à tous ceux que je n'ai déjà salués. Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous de nous avoir rejoints en présentiel ou en visioconférence pour notre Agora qui, faut-il le rappeler, a pour thème la santé mentale, les repères pour mieux comprendre et agir. C'est un vaste sujet. Un grand merci aux intervenantes et à l'intervenant qui vous seront présentés par l'animateur de cette soirée, Sylvain Chaise. Un merci particulier au président Jean-Luc Renaud ainsi qu'à la vice-présidente d'honneur, décidément, Madame Monique Barberet, nos partenaires au titre d'Harmonie Espoir Santé. Harmonie Mutuelle est une mutuelle à mission depuis 2021. À ce titre, elle est soucieuse du bien-être de ses adhérents et se veut d'être à leur côté dans les domaines de la santé et de leur proposer des aides pour améliorer leur bien-être dans la vie courante. Harmonie Mutuelle souhaite passer d'une mutuelle qui rembourse à une mutuelle qui accompagne. En 2022, 41% des Français reconnaissaient avoir souffert d'un état anxieux ou dépressif au cours des 12 derniers mois. Un petit mot concernant le territoire Loire. Il compte 14 délégués élus qui sont acteurs dans 2 commissions. La commission d'action sociale, qui intervient pour aider les adhérents dans un reste à charge trop élevé en matière de prestations maladie ou pour des cotisations dans certains cas. La commission action pour les partenaires et la prévention-promotion de la santé. Mais je crois avoir assez monopolisé le micro et je vais passer la parole à Sylvain Chaise. J'espère que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à intervenir comme vous le souhaitez. Merci de votre participation. Merci Georges. Alors juste une petite précision quand même, je ne sais pas si vous l'aviez mentionné, mais Georges Bonneau est président du territoire Loire et c'est tout à son honneur. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Grande tâche qu'il effectue bien sûr depuis de nombreuses années. Alors la suite, nos intervenants sont présents. Je vais laisser se présenter tour à tour, globalement brièvement, mais vous allez les retrouver bien sûr jusqu'à 20h30, globalement, heure de l'Agora, de fermeture de l'Agora. Alors, je ne dirai pas votre titre, je vous laisserai vous présenter. Mais néanmoins, encore une fois, je vous demanderai d'applaudir à chaque présentation. Madame Laurence Talichet, bonsoir. Bonsoir à tous. Écoutez, d'abord, je tiens à vous remercier d'être là, d'être présent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses ce soir à la télé, dans la région. Je veux remercier Harmonie Mutuelle de nous avoir invités et pour parler d'un sujet comme la santé mentale qui nous tient beaucoup à cœur.
Alors, qui je suis? Alors, moi, je suis le docteur Talichet. Donc, je suis médecin psychiatre et je suis chef du pôle de psychiatrie au centre hospitalier de Roanne. Alors, c'est un petit peu pompeux, mais je chapeaute les services de psychiatrie adulte, de pédopsie, d'addicto et aussi d'intervention au centre de détention. Alors, ce soir, je ne serai pas là pour vous parler de psychiatrie, mais vraiment de santé mentale, et peut-être casser certaines idées reçues et certaines représentations, et d'arriver à faire la différence entre qu'est-ce que c'est la psychiatrie et qu'est-ce que c'est la santé mentale. Je vous remercie, docteur Talichet. On va donner la parole à Madame Sylvie Duret. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis infirmière psychiatrique. Je travaille à l'hôpital de Roanne depuis 2007 dans une équipe qui s'appelle Unité Psychiatrie de Liaison. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une équipe qui se déplace dans les services hospitaliers. Donc, nous ne travaillons pas du côté de la psychiatrie, mais du côté des, on dit nous, MCO, c'est-à-dire médicaux, chirurgicaux et obstétriques. Donc, on se déplace à la demande des équipes quand il y a nécessité à aller voir une personne qui a besoin de parler, qui se sent moins bien sur le plan psychique, sur le plan du moral. Voilà. Et on intervient dans une deuxième équipe qu'on appelle SPNP. C'est un peu des sigles, mais ça veut dire soins psychiatriques non programmés. On se déplace à l'UHCD, c'est une unité d'hospitalisation courte durée qui se trouve à côté des urgences. Et on intervient aussi, bien sûr, aux urgences. Voilà. Merci, Madame Duret. Et on accueille Madame Christelle Griret maintenant. Bonsoir à vous, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi je suis Christelle Guillermet, je suis sophrologue. Je pratique la sophrologie soit en séance individuelle en cabinet, soit en séance de groupe. Donc les jeudis soirs actuellement sur Roanne. Voilà, donc moi, la santé mentale, je vous parlerai de la sophrologie, comment entretenir justement notre santé mentale, telle qu'on entretient notre corps en fait avec le sport. Eh bien, on peut entretenir aussi son mental avec des techniques comme la sophrologie. Voilà. Et enfin, notre quatrième intervenant, Monsieur Christophe Buffavon, s'il vous plaît, je vous laisse vous présenter. Eh ben, merci. Du coup, donc, je suis ergothérapeute et formateur premier secours en santé mentale, qui est une formation pour tout citoyen, donc une formation citoyenne pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport justement à ces questions de santé mentale quand quelque chose de difficile arrive, une crise ou quelque chose qui peut relever de soins. Voilà, on leur avait demandé d'être brefs, ils ont été tous les quatre très brefs, mais précis. Parfait. Alors, lançons les débats, la table ronde d'aujourd'hui avec nos quatre intervenants. Moi, j'avais envie de poser une question au sens large. L'un de vous quatre, peut-être, pourra prendre la parole en premier. La santé mentale, qu'est-ce que c'est ? Voilà, on ne peut pas plus ouvrir les débats, je pense. Qui voudrait prendre la parole pour commencer à répondre à cette question ? Je vous laisse la parole, docteur. Merci. Alors, comme l'a dit Christelle, hein, la santé mentale, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Voilà. Et c'est tout à fait différent. C'est comme la santé physique, ça s'entretient. C'est une question d'équilibre entre les ressources personnelles qu'on va mobiliser pour être bien et puis les obstacles qu'on va rencontrer. La santé mentale, ça dure toute la vie et il faut en prendre soin toute sa vie. Et c'est complètement différent des troubles psychiques. On peut être en bonne santé mentale. Je parlais des idées reçues tout à l'heure en introduction. On peut être en bonne santé mentale tout en ayant un trouble psychique ou une maladie psychiatrique plus grave. Je fais le parallèle, par exemple, avec certains handicaps ou certaines maladies. On peut être diabétique, voilà, et vivre très bien son diabète et faire plein de choses et être en bonne santé mentale.
Voilà. Est-ce qu'un des autres intervenants souhaite, ou intervenante souhaite apporter un complément à cette première élément de réponse? Oh bah, on peut dire que tout a été dit, mais peut-être se dire qu'on a tous une santé mentale au même titre qu'on a tous une santé physique. Et c'est vrai que le parallèle avec des problèmes de santé physique est important parce que comme la santé mentale, elle ne se voit pas, elle ne s'identifie pas forcément de manière évidente, on a tendance à se dire que ça n'existe pas. Alors que c'est un peu comme l'amour. L'amour, ça ne se voit pas, mais c'est quand même important dans une vie. Tout à fait. On va peut-être rebondir sur... Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à vous lever la main comme à l'école. Alors, je parle pour toutes les personnes présentes, bien sûr en présentiel, pour qu'il y ait un petit peu d'ordre et qu'on ne loupe aucune question, puisque, effectivement, le thème de cette agora est fort intéressant et passionnant. Et puis également, je m'adresse aux personnes sur Facebook Live. N'hésitez pas à poser des questions, on me les relaiera et je les poserai à voix haute. Ici même. Alors, je connaissais un petit peu l'envers du décor concernant... vous voulez dire quelque chose, docteur, peut-être? Je vous laisse terminer. D'accord. Non, mais allez-y, parce que je rebondirai plus tard sur la question que je voulais lancer. Non, je pensais à une chose, entre autres, à la lecture qu'on peut avoir. C'est-à-dire, soit on se met d'un côté strictement médical, on est en bonne santé ou on est malade. Voilà, et on est sur quelque chose de linéaire. Et à ce moment-là, le regard, il serait réservé finalement qu'aux professionnels de santé. Alors qu'en fait, quand on parle de santé mentale, on va plus parler, comme le disait Christophe, de l'amour. Je trouve que l'image est jolie. On va parler du ressenti. C'est-à-dire que le bien-être et le mal-être. Voilà. Et on va osciller, en tout cas au niveau entre ces deux pôles, tout au long de notre vie. Voilà, c'est pour distinguer le médical et que la santé mentale, c'est vraiment, ça concerne tout le monde, nous, tous les citoyens. Là, c'est complet, hein, a priori, pour l'instant. La question que je me pose, en quoi une sophrologue peut intervenir et à quel niveau concernant la santé mentale? Je me pose la question. Alors, peut-être que pour commencer, je peux peut-être présenter rapidement la sophrologie, parce que peut-être que parmi vous, on en entend parler, de plus en plus, j'espère. Ça fait quand même 60 ans que la sophrologie existe. Malheureusement, je ne sais pas, parmi vous, qui n'a jamais entendu parler de sophrologie? Tout le monde en a entendu parler, donc c'est très bien. Vous êtes un bon public. C'est au cœur des débats, hein, je pense. Oui, c'est au cœur des débats, c'est vrai. Donc la sophrologie, elle est née il y a une 60aine d'années. Elle a été créée par un neuropsychiatre qui a été cherché dans d'autres techniques comme le yoga, l'hypnose, et qui a créé sa propre méthode, la sophrologie. La sophrologie, elle va chercher en fait à plusieurs outils. Donc je sais pas, c'est vrai que je réponds là du coup. Peut-être qu'il faudrait faire passer les slides en même temps. Si c'est... Alors ça devrait être possible. Ça devrait être possible. Voilà, celui d'avant. Voilà, donc elle est née il y a 60 ans. On va chercher dans le yoga, on va chercher dans l'hypnose. Son métier de base, puisqu'il est neuropsychiatre lui-même. Et il va créer en fait des exercices très simples. Donc là, on va se rapprocher du yoga, qui vont chercher des outils différents. Donc c'est la slide d'après, qui sont des outils tout simples qu'on a tous en nous. La respiration, la détente musculaire, je bloque et je relâche, tout simplement. Et enfin, la visualisation positive, où là, on s'apparente à tout ce qui est hypnose un petit peu. On va sur les prémices de l'hypnose. Voilà, on se sert de ces trois outils-là pour améliorer le quotidien des gens. En sophrologie, on a deux types de séances. On a des séances individuelles et des séances en groupe. En séance individuelle, on va pouvoir travailler sur... Laurence nous le disait tout à l'heure, la santé mentale, c'est le bien-être et le mal-être. Nous, en sophrologie, on va vous aider à essayer de tout le temps vous positionner dans une bulle de bien-être, mais vous-même. C'est-à-dire que moi, je ne suis là
que pour guider les gens, leur donner les outils. Et après, en fait, voilà, vous avez vos outils dans votre quotidien pour créer votre espace bien-être, pour le garder le plus longtemps possible, en fait, tout le temps là, ou l'avoir à proximité, savoir en fait comment le récupérer. En fait, c'est comme avec le sport. Hein. Quand vous allez faire du sport, vous savez que vous allez chercher quelque chose. En sophrologie, c'est pareil. Vous avez vos outils et vous allez aller chercher votre zone de confort. Voilà pour la santé mentale, en fait, avec la sophrologie. On peut aller plus loin, mais c'est vrai que là, on déborde un petit peu sur... on a dit qu'on ne partait pas sur tout ce qui était pathologique. Parce qu'en sophrologie, on peut aussi accompagner avec les professionnels de santé, hein, toujours en accord avec les professionnels de santé. On peut accompagner des gens qui ont des traitements lourds, l'acceptation du traitement, l'acceptation d'un nouveau corps, l'acceptation, etc. Donc on peut travailler aussi sur des gens qui ont une pathologie plus lourde, et là c'est plus de l'individuel. Voilà. Merci pour votre réponse. Parmi vous, mesdames, messieurs, alors forcément je m'adresse à toutes les personnes en présentiel, même si évidemment en distanciel les personnes pourront répondre, puisqu'on a un relais en direct sur les questions éventuelles qui peuvent être posées. Parmi vous, je vous demanderai de lever la main les personnes qui ont été sensibilisées justement à la sophrologie, qui en ont eu besoin pour eux-mêmes ou autour d'eux, à une période de leur vie ou plus récemment. Ok, je m'attendais à beaucoup plus de personnes. J'avais l'impression, alors tout le monde connaît la sophrologie, mais c'est vrai, comme vous l'avez indiqué, il y a un couplage finalement avec les médecines traditionnelles, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne sais pas si je fais des abus de langage, mais la sophrologie prend de plus en plus d'intérêt et de part dans les moyens pour aider les personnes à avoir une meilleure santé mentale. N'hésitez pas, vous voulez parler ? Effectivement, en termes de ressources en santé mentale, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y a des solutions, qu'il existe beaucoup de solutions en fait, et la sophrologie en fait partie, que parfois c'est une palette de solutions qui va aider à débloquer une situation. Voilà. Donc, vous pouvez conserver le micro parce que j'ai... alors, à moins qu'il y ait une question, avez-vous une question dans le public pour l'instant ? Toujours pas. Vous êtes intéressés par le débat, mesdames, messieurs, hein ? Dites-moi. Hein. Alors, la question, comment, justement, quel est le lien avec un ergothérapeute ? Bêtement, je ne le vois pas. Tout à fait. C'est une question qu'on peut se poser déjà. C'est quoi un ergothérapeute, hein, parce que c'est, là encore, autant la sophrologie, on commence à connaître, autant l'ergothérapie, c'est pas forcément connu. Et alors justement, l'ergothérapie, ça va être s'intéresser à comment aider quelqu'un à réaliser ses activités. Donc les activités qu'on doit faire, on doit s'habiller, on doit se déplacer, on doit aller travailler, Et puis il y a les activités que l'on a envie de faire, qui sont une ressource pour nous, qui nous permettent de nous réaliser. Certains, ça va être collectionner, d'autres, ça va être jardiner, toutes ces activités-là, parfois avec des difficultés, une maladie, l'avancée en âge, des situations qui font qu'on va se retrouver en situation de handicap, et trouver les moyens de lever les barrières, lever les obstacles. Donc ça, c'est le métier d'ergo est là pour ça. Et en santé mentale, quand on a des difficultés de santé mentale, on peut être empêché dans ces activités. L'angoisse peut nous empêcher de sortir de chez nous. On peut aussi avoir des troubles qui font que, on a besoin d'aide pour pouvoir réaliser ces activités. Comme ça qu'on trouve des ergothérapeutes intervenant en santé mentale, notamment en psychiatrie, mais pas que. La santé mentale, c'est aussi dans tous les âges de la vie. Voilà, directement lié. Dr Talichev veut peut-être apporter un complément. Juste pour terminer ce que dit Christophe, c'est vrai qu'il y a des ergothérapeutes dans les services de psychiatrie pour justement aller vers le rétablissement. Quand on parle beaucoup, nous, de rétablissement. Le rétablissement, vous savez ce que c'est quand on est malade
physiquement, après, on va se rétablir. Et ben, en psychiatrie, je vais essayer de ne pas mélanger les termes, eh bien, on parle de rétablissement. Et les ergothérapeutes se spécialisent maintenant de plus en plus dans le rétablissement, en tout cas dans les services de psychiatrie. L'intérêt est crucial. Merci beaucoup, docteur Talichet, de m'indiquer qu'il y a une question. Bonsoir, monsieur. Je vous laisse poser votre question. Juste une petite question, justement. Quels sont les symptômes? Comment reconnaît-on qu'on est mal en santé mentale, justement? Si je peux me permettre de reformuler la question, c'est comment identifier le bien-être ou le mal-être au niveau de sa santé mentale. Je pense que vous posiez la question pour personne autour de vous. Là, je vois que vous êtes en pleine réflexion. Là. Vos yeux, votre regard a fait comme ça. Non, mais oui, c'est une très bonne question. C'est un peu comme les politiques. C'est une très bonne question. En fait, je pense que tous, on peut être dans des moments face à des événements de vie qui sont difficiles. Je pense à des deuils, parfois un travail difficile, parfois des séparations, où on va être moins bien. Et c'est justement comment est-ce qu'on identifie ce moins bien. À partir de quoi? Et c'est pas parce qu'on est moins bien qu'on a un trouble psychique ou qu'on a une maladie psychiatrique. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Je veux dire, tous dans la salle, je pense que vous avez vécu des moments où vous étiez pas bien, où vous saviez pas trop où vous situer, un peu angoissé, mal dormir. Donc on va reparler justement des signes d'alerte. Alors les premiers signes d'alerte, souvent ils sont physiologiques. C'est des troubles du sommeil, on mange moins bien ou trop aussi. On n'arrive pas à se détendre. Si c'est au travail, il y a un épuisement. Il peut y avoir des facteurs qui sont liés au travail, liés à la précarité. Ça, c'est quelque chose nous, on voit beaucoup en santé mentale, la précarité, les fins de mois difficiles. Donc tout ça, ça participe au mal-être. Et comment on fait? Comment est-ce que... Il y a des solutions. On peut... qui vont dépendre de nos propres ressources personnelles, qui sont génétiques, constitutionnelles, la façon dont on a grandi, et puis de circonstances extérieures. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va approfondir parce qu'après, il y a les signes d'alerte, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et face à un événement, on n'est pas tous égaux. Pareil, face à un traumatisme, par exemple, quand vous avez des attentats, des choses comme ça, donc c'est hyper traumatique. Il y a des gens qui vont avoir un syndrome post-traumatique pendant des années, et d'autres qui vont surmonter ce traumatisme très bien parce qu'ils ont des ressources et ils ont un étayage et ils savent faire appel à l'aide. Enfin bon, voilà. Après, on va le développer, on a encore du temps. Moi, ça me fait penser que tous les jours, quand on a des émotions fortes ou des choses qu'on traverse qui sont difficiles, on a ce que nous on appelle les stratégies d'adaptation. C'est un grand mot, mais ça veut dire que, par exemple, vous allez faire vos courses, vous oubliez votre porte-monnaie, vous êtes à la caisse avec votre chariot plein, et là, vous angoissez, vous vous mettez à paniquer en disant voilà, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous allez trouver dans votre tête une solution. Vous allez dire bon, allez, je me calme, je vais laisser mon chariot, et puis je vais appeler une copine qui va venir me dépanner, ou alors ouais, voilà. Voilà, ça, vous trouvez un moyen de gérer cette émotion forte. Quand on n'y arrive plus, il y a des gens, ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des émotions, et c'est l'angoisse, c'est la panique. Ils ne font pas comme d'habitude. Ils peuvent marcher, ils n'y arrivent pas. Ils essayent d'aller marcher dehors, de prendre l'air, ça ne fonctionne pas. Ils appellent quelqu'un, ils n'y arrivent pas à se calmer. Là, on peut dire que quand même, on est attaqué un peu dans son équilibre. Je ne sais pas si ça vous éclaircit un peu le... Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Tout le monde est tout oui. Alors justement, on va revenir vers vous, Sylvie Duret, infirmière, décidément, bah oui. En fait, la question que
que je me pose, enfin que peut-être des personnes se posent et qui rejoindra monsieur avec sa question. L'hôpital, on ne rencontre pas, lorsque on pense avoir des troubles ou des maux au niveau de sa santé mentale à soi ou à un très proche, le fait d'aller à l'hôpital et de rencontrer une infirmière telle que vous, est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un premier pas? Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe en fait? C'est vrai qu'on peut se poser la question toutes et tous en se disant, voilà, niveau santé mentale, je suis pas très bien, même si globalement tout le monde a chacun son lot dans sa vie, mais voilà, si on a le doute pour soi ou pour un proche. Oui, donc nous, on intervient aux urgences. On va dire qu'on fait de l'urgence psychiatrique. Donc quand on vient aux urgences pour voir un psychiatre ou une infirmière psychiatrique, c'est que on est dans une urgence d'idées suicidaires ou d'angoisse très importante où on ne peut pas la gérer. Donc on peut accompagner les gens aux urgences qui ne vont pas bien, mais vraiment parce qu'ils ont des troubles du comportement de type, je ne sais pas, ils ne parlent plus, ils sont mutiques, ils s'agitent, ou alors ils ont des idées suicidaires. Effectivement, on verra les personnes aux urgences avec un psychiatre. Après, il y a d'autres portes d'entrée pour être reçus et être pris en charge. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais on peut aller voir son médecin traitant aussi. Alors, une infirmière psychiatrique, bien sûr, mais parce qu'effectivement, on a peut-être épuisé, le médecin traitant n'arrive pas à répondre ou n'arrive pas à soulager la personne qui est en crise psychique, alors on va voir une infirmière psychiatrique, un psychiatre. Mais il y a d'autres portes d'entrée. Il y a le centre médico-psychologique, peut-être que le docteur Talichet en parlera mieux que moi. Il y a aussi des associations d'écoute. Il y a aussi d'autres endroits où on peut être écouté quand on ne va pas bien psychiquement. Les urgences, moi en tout cas dans ma profession, je vois les gens quand ils sont vraiment en crise psychique importante et surtout des crises suicidaires. Voilà. Après, il y a mon autre partie de travail. Si vous êtes hospitalisé dans les services somatiques pour une jambe cassée, une opération, c'est vrai que les gens, quand ils ne se sentent pas bien moralement, ils peuvent faire appel à nous. Et là, on ira les voir, on prendra le temps de comprendre ce qui se passe et on les accompagnera jusqu'à la fin de l'hospitalisation pour qu'ils puissent être soulagés et peut-être voir un psychiatre dans un deuxième temps. Je vais un petit peu contredire Sylvie, pourtant on travaille ensemble, mais justement la différence c'est entre la santé mentale et la psychiatrie. Hein. La santé mentale, on a dit, c'est l'affaire de tous. Quand vous décidez d'aller faire une randonnée, vous allez peut-être aller voir votre médecin généraliste pour faire un électrocardiogramme, je ne suis pas sûre, hein. Mais quand on n'est pas bien dans sa peau, on ne va pas forcément voir le psychiatre immédiatement. Et on ne va pas aux urgences psychiatriques. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on prend soin de sa santé mentale à travers... peut-être qu'avant, il faut parler, on a parlé des signes d'alerte, peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. C'est quand ces signes d'alerte débordent complètement sur le quotidien des gens que là, il faut peut-être faire appel à des spécialistes. Mais autrement, entretenir sa santé mentale, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Il y a des pensées, on peut avoir des pensées négatives. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les pensées négatives? Comment est-ce que c'est ça? Mais on n'est pas forcément obligé de faire appel à des professionnels. C'est pour ça que, je veux dire, on a Christelle a bien parlé de la sophrologie, mais il y a tout un tas d'autres choses pour aller bien. Je veux dire, on peut effectivement avoir des activités sportives, rencontrer des gens, aller faire de la marche, chanter. Voilà, il y a des chanteurs dans la salle. Vous savez que le chant, ça peut être quelque chose qui est très bien qui va apporter beaucoup de bien-être sur le plan cognitif, sur le plan de la concentration, sur le plan de la posture,
qui apprend à poser sa voix, à bien respirer. Donc il va y avoir tout un tas de... à chacun d'entre nous de trouver ce qui lui convient le mieux pour aller bien et pour prendre soin de sa santé mentale. Il ne faut pas attendre d'être malade. Voilà, on en prend soin avant. C'est de la prévention. C'est là où on différencie avec la maladie psychiatrique. Vous me rejoignez ? Alors ça reste voisin néanmoins. Enfin, moi, Pardon ? ça reste voisin, c'est très proche finalement. C'est pas la même chose, on est bien d'accord, mais néanmoins c'est très proche entre maladie psychiatrique et mauvaise santé mentale. Enfin, si je peux me permettre. Non. La santé mentale, ça recouvre. C'est comme la santé physique. C'est comme la santé. Vous faites exactement le même parallèle. Santé mentale, santé physique. Si vous avez un problème physique, vous avez une entorse, bon, vous allez soigner. L'exemple est peut-être pas très bon, mais on doit prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de sa santé physique. Les maladies psychiatriques, c'est une nosographie qui est très particulière. C'est les troubles de l'humeur, c'est les dépressions sévères, mélancoliques, c'est la schizophrénie, c'est des troubles graves de la personnalité, c'est des diagnostics. Alors, du coup, si je peux faire le... Ah, vous voulez peut-être parler auparavant ? Je vous en prie. En fait, la santé mentale, moi je vois en sophro, la plupart des gens qui viennent nous voir, je crois qu'en fait on est 90% peut-être à vivre ça, c'est la gestion du stress. La santé mentale, pour moi, souvent, c'est la gestion du stress. Et la gestion du stress, c'est la gestion de nos émotions. Tu parlais tout à l'heure, Sylvie, c'était un très bon exemple, cet exemple au supermarché. Comment je gère, moi, mon stress au quotidien ? Comment je peux le gérer ? Parce que, oui, on est tous différents, mais certains outils nous permettent, en fait, d'aborder la problématique avant d'être dans une pathologie ou dans quelque chose qui devient... voilà, c'est la cocotte minute. Hein. Voilà, je monte en pression, je monte toujours en pression. Et à un moment donné, je ne peux plus gérer. Donc je pense que la santé mentale par rapport à la santé, par rapport, vous disiez, à la pathologie, à la problème psychiatrique, c'est là où la différence se voit le plus. Christophe ? Oui, justement pour compléter ce que disait Christelle, c'est qu'il y a vraiment sur son état de santé, on peut se retrouver dans des situations où on mange mal, on est tout le temps sur des écrans, on est dans un rythme de vie compliqué. Et ça, en fait, il y a plein de jeunes qui le vivent, du coup. Donc, ils n'ont pas de problème de suivi médical, ils ne sont pas étiquetés comme patients, ils ne relèvent pas d'une maladie. Mais pourtant, quand on parle avec eux de questions de santé mentale, ils identifient bien qu'il y a matière à travailler. Et que la santé mentale, ça passe aussi par cette question du quotidien. Allez-y, je vous en prie. Ah, il y a une question peut-être dans le public. Ma question, est-ce qu'il y aurait des échelles, genre niveau de douleur, par exemple ? Comme la douleur physique de 0 à 10 ou des trucs comme ça, mais pour la santé mentale. N'hésitez pas à prendre le micro, qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Il existe en fait beaucoup d'outils, souvent des outils professionnels pour identifier tant sur les problématiques de santé ou problématiques aussi de dépendance. Mais en tout cas, c'est souvent comment on utilise l'outil et que le risque, c'est aussi le surdiagnostic ou de se faire peur en faisant tout un tas d'échelles. Sur les questions de santé globale, l'OMS a une échelle de qualité de vie qui est plutôt pas mal pour déjà commencer à poser les choses et d'instaurer le dialogue. Et souvent, pour mieux comprendre les choses, ça reste quand même l'échange qui permet de savoir un peu que ce qui se passe, comment c'est pour la personne. Moi, je pense que peut-être pour apporter un complément, merci de votre réponse, pour monsieur, c'est tout simplement, au-delà des outils qui sont difficilement, pas quantifiables, c'est peut-être pas le bon mot, mais
Voilà, santé physique, bon, je connais Basdai, il y a des choses comme ça qui permettent de voir le niveau d'une personne qui peut avoir des handicaps physiques, par exemple. Là, c'est plus compliqué. Le plus simple, c'est peut-être justement de se rendre bien aux urgences. Et même si on se dit, bon, je vais pas si mal, on se voit pas des fois, on se dit, non, ça va. Mais je pense que c'est presque pas un devoir de citoyen, mais presque finalement de faire la démarche de s'occuper de sa santé mentale qui influe également sur la santé physique finalement, et les deux sont liés, et peut-être que vous voulez apporter un complément, j'ai l'impression. Je voulais dire quelque chose qui est très important. On parle de santé mentale et surtout, soyez patient. Parce que on a l'habitude d'avoir des traitements. Hein. Si vous cherchez à aller mieux au niveau de votre santé mentale, quelle que soit la technique que vous allez chercher, comme pour le sport avec votre corps physique, il faut de l'entraînement. Vous n'allez pas trouver, j'allais dire, une baguette magique dans quelques techniques que vous allez chercher. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce que ça m'est venu tout à l'heure avant d'oublier. Voilà. Alors j'aurais une autre question à peut-être poser. Vous vouliez dire quelque chose, non ? Non, juste la question du temps. Prendre le temps, c'est peut-être un des grands défis de notre temps, justement. C'est pas évident. On est tous un petit peu à fond, comme on dit. Alors, la santé mentale, une personne, parmi vous, messieurs, dames, ou également pour les personnes en distanciel, s'aperçoit qu'un de ses proches, justement, est en détresse au niveau de sa santé mentale. On s'en aperçoit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne, justement, qui ne fait rien, soit parce qu'elle n'est pas en capacité à le faire, ou alors parce qu'elle se ferme les yeux, elle se dit ça ira mieux demain, et demain, et demain, et en fait ça ne fait que plonger. C'est peut-être une question qui vous intéresse. Ah, bonsoir madame. Oui, justement sur la question que vous venez de poser, moi je voulais savoir, est-ce que la famille, quand un jeune est en difficulté, qu'il ne dit rien, il mange de moins en moins, il se renferme sur lui-même, est-ce que la famille peut et doit l'aider ? Et comment peut-elle faire ? Peut-être pour... C'est déjà d'oser ce qu'on est en train de faire là, d'oser d'en parler, parce que parfois on ne sait pas comment aborder, on est gêné. Et puis dans la question de la famille, il y a aussi la difficulté de parler avec quelqu'un dont on est très proche, et que parfois ça peut être de trouver quelqu'un qui va nous aider à en parler, de ne pas rester dans le silence. Souvent des questions de santé mentale, il y a aussi beaucoup de pudeur et de se dire comment oser dire, la peur de vexer la personne, et que plus on parle de ces sujets-là, plus ça permet de libérer la parole sur ces questions-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez impressionnant, c'est que souvent les jeunes sont les plus à l'aise pour parler de ces thématiques-là. Enfin, en tout cas, la génération qui vient, en tout cas, est beaucoup plus libre sur la parole. On le voit sur, du coup, ces dernières années, en tout cas. Alors, peut-être parce qu'on en parle beaucoup aussi, mais c'est aussi parfois, c'est juste le déclic, et puis peut-être... trouver la bonne personne, parfois il faut insister, ou en tout cas trouver quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous... Est-ce que cela déjà répond à votre question en partie ? Qu'il y avait plusieurs questions dans la question d'ailleurs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant ici même, en présentiel ? Comment ? C'était la même ? Alors attention, parce que ça peut faire dériver la santé mentale. Hein, une question qui... Non, je plaisante. Est-ce qu'on peut parler des nouveaux moyens ? Alors nouveaux, maintenant ils sont bien intégrés, hein, les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les choses comme ça, et qui vont peut-être engendrer justement une mauvaise santé mentale
j'allais dire pour chacun, peut-être pas. Tout le monde n'a pas le même niveau d'attention devant son smartphone ou devant sa télé, etc. Est-ce que vous pouvez répondre, l'un de vous quatre, s'il vous plaît, à cette question? Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, on est en danger par rapport à ces systèmes? Mais on peut voir le côté négatif de l'outil, mais aussi le côté positif, parce que c'est comme beaucoup de choses. Un outil, ça dépend comment on s'en sert, et c'est souvent les usages qui vont interpeller. Les réseaux sociaux, ça a permis aussi d'aborder, de témoigner aussi, et c'est souvent le témoignage de personnes qui traversent des choses similaires qui aident à se dire, tiens, moi aussi, peut-être que j'ai besoin d'aide, ou du coup, peut-être qu'il existe des solutions. Mais en tout cas, c'est peut-être plus la question de l'usage des outils ou que ce qu'on peut laisser dériver. C'est marrant parce que hier, j'étais à une réunion de parents au collège et en fait, on a beaucoup parlé de la question des écrans et que finalement, elle nous rappelait l'importance de, en tant que parents, que finalement, on veille aussi sur les enfants et jusqu'où on doit aussi poser des limites et que c'est vraiment cette question de l'usage, que c'est pas facile parfois, mais on a cette responsabilité-là. D'oser dire, et puis parfois ça peut être conflictuel, mais c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que la santé mentale peut avoir l'état de sa santé mentale peut avoir un lien direct dans son milieu professionnel? Je vois certains intervenants qui font comme ça, qui hochent de la tête. En tout cas, on voit que beaucoup d'entreprises, notamment ressources humaines, se rendent compte que c'est un sujet important. Qu'il faut traiter. Qui sollicite aussi de l'aide sur ces questions-là. Et puis c'est aussi une demande des salariés maintenant. Ça fait partie des enjeux de santé. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Peut-être. Docteur Talichet. Alors, j'allais dire, pour faire le lien entre les réseaux sociaux et le travail, c'est vrai que on voit de plus en plus, maintenant on demande, il y a un droit au repos, à la déconnexion, voilà, puisque il y a des personnes qui vont être connectées H24 via leur travail, envoyer des mails, et donc qui vont jamais avoir des moments pour se ressourcer. Et ça fait vraiment aussi partie de la dépression qui sont exercées par certaines entreprises, dans certaines professions. Voilà, le droit à la déconnexion. Alors moi, Christophe, quand vous parliez des réseaux sociaux et des jeunes, je ne sais pas pourquoi j'associais sur ce qui se passe en Chine. Vous savez, non, actuellement en Chine, donc c'est la Chine, hein, donc ils sont en train de mettre en place tout un tas de restrictions pour l'accès à Internet pour les jeunes. C'est-à-dire que de 2 à 3 ans, alors avec une reconnaissance faciale, hein, donc de 2 à 3 ans, les gamins ils auront le droit de regarder que des comptines, des petites chansons. De 3 à 8 ans, les ados, ça fait un peu dictature quand même. 18 ans, 3 heures d'Internet par jour, 2 heures en ligne. Enfin, j'ai entendu ça à la radio il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai que ça reste une vraie problématique. Je veux dire, on voit les gamins, et puis même nous, hein, on est quand même un peu... maintenant, on a le portable, on est là, regardez. Ça nous prive de la communication avec l'autre. On croit communiquer parce qu'on est là, les WhatsApp, les trucs machin. Mais et en fait, on perd la communication orale et la rencontre est quand même... voilà. Sur les réseaux sociaux, mais je ne veux pas monopoliser, c'est vrai qu'on parle des côtés positifs et il y a plein d'outils sur YouTube, sur des sites spécialisés qui peuvent aider les jeunes, les moins jeunes. Hein. Et puis bien sûr, il y a le risque, alors le côté plus négatif, hein, on voit bien, on en parle beaucoup en ce moment à la radio, hein, tout ce qui est harcèlement scolaire, hein, avec tout ce qui peut se faire via justement les réseaux sociaux, quoi. C'est un vrai problème, un vrai sujet. Voilà, là, j'étais pour parler un petit peu des jeunes qui ont quand même été bien impactés par le Covid et qui sont quand même d'une façon générale assez anxieux, je trouve. Je parle généralement. Hein. On trouve beaucoup d'éco-anxiété aussi, l'anxiété par rapport à l'écologie, la guerre d'Ukraine, ça les brasse énormément.
J'aurais envie d'ouvrir un débat dans le débat. Après, vous me direz, vous répondrez. Au niveau du burn-out, le burn-out, là aussi, est-ce qu'on est, on est proche justement de la santé mentale? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un cheminement inexorable finalement lorsqu'on est dans son job, voilà, qu'on produit et au bout d'un moment, ben, finalement, on arrive au bout, on a tout donné et c'est le burn-out. Et Dieu sait qu'on toutes et tous, je crois qu'on en entend de plus en plus parler, malheureusement, du burn-out. Est-ce que c'est comment c'est lié à la santé mentale? Là, je m'adresse à vous, bien sûr, nos 4 intervenants. Est-ce qu'il y a un lien vraiment direct? Qu'en est-il? Alors, moi, je dis déjà qu'on voit effectivement beaucoup de personnes arriver en nous disant « je suis en burn-out ». Donc nous, dans notre... c'est vrai, les gens ont déjà fait leur diagnostic. Après, dans le courant de la conversation, on s'aperçoit que cette personne, elle n'était pas forcément en burn-out, mais plutôt en dépression. Donc, c'est différent déjà. Burn-out et dépression, il y a des différences. Quand on est, par exemple, le burn-out, il y a un moment donné, dans son travail, ou même chez soi, il n'y a pas que le travail, ça s'arrête. Dans sa maison, on n'arrive plus à faire à manger. Ça s'arrête, et c'est très brutal. Au boulot, on est devant son ordinateur et on n'arrive plus à l'ouvrir. La dépression, ça se met en place beaucoup plus lentement. C'est quelque chose qui est plus comme des événements qui arrivent et puis une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a cette temporalité. Il y a aussi la façon d'y faire face. Quand on est en burn-out, on est très actif, on essaye de s'en sortir, on en fait encore plus pour lutter. La dépression, on lutte plus. On est déjà en dehors un peu du temps, on est décalé de tout le monde. C'est la grosse différence aussi. Le rapport au temps, l'obsession du temps dans le burn-out, c'est vrai, on le voit nous, c'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent plus à en faire et ils s'en rajoutent. Mon patron m'a dit que je pouvais faire ça et il le fait. C'est des tâches qu'on se met supplémentaires. Les mères de famille, elles n'y arrivent plus déjà, mais elles vont quand même en faire autre chose. Elles vont aller dans les réunions. Les pères, ils n'iront pas. Je suis contente de voir que tu étais dans une réunion. Voilà. Et dans la dépression, il n'y a pas de rapport au temps. La personne, elle est plus spectatrice, c'est-à-dire qu'elle est là à regarder le temps qui passe ou ce qui se passe autour d'elle, mais sans être vraiment là. Donc il y a quand même cette différence. Et puis, il y a d'autres différences. Je ne vais pas prendre tout le temps, mais quand même, c'est important. Hein. Sur l'origine, le burn-out, il va nous dire, moi, je sais d'où ça vient. Moi, c'est mon chef, ça fait 6 mois qu'il est là et il me met une tête comme ça, je n'y arrive plus, etc. Donc, il comprend l'origine de son burn-out. Un dépressif, quelqu'un qui est dépressif, il va nous dire, mais je ne sais pas, je suis mal depuis longtemps, j'y arrive pas. Hein, il ne nous donne pas forcément les événements qui ont été déclencheurs. Par contre, il y aura une goutte d'eau, ça, ils vont le repérer. C'est la différence. Le comportement et les humeurs aussi sont différentes, je trouve, au burn-out. Là, le burn-out, la personne qui est en burn-out est irritable. Elle va envoyer paître et au boulot et aussi la famille, très irritable avec la famille. Le dépressif, quelqu'un qui est dépressif, il est déjà retiré du monde, les autres n'existent pas, il est centré sur lui. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de différences. Voilà, je m'arrête là parce que ça serait... Oui. Bonjour à tous déjà. Vous parlez de burn-out et de dépression, mais le burn-out peut amener à la dépression derrière. On est d'accord? D'accord, merci. Oui, comme dit Et inversement, Christophe, peut-être. Ah, une autre question. C'est que du coup, c'est que c'est pas l'un ou l'autre, et on peut avoir des choses qui interagissent. Il peut y avoir déjà une fragilité avant, et finalement les choses s'ajoutent. Mais comme dans la santé physique, en fait, du coup, une maladie physique ne protège pas de toutes les autres maladies physiques. Il y a des choses qui se rassemblent sur ces deux. Oui,
on va pas agir de la même manière. Hein. Dépression, burn-out, c'est pour ça que nous, c'est intéressant pour nous de faire la différence quand même, parce que les prises en charge ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais les choses qui se ressemblent, c'est que les gens n'ont plus d'estime pour eux, hein, et qui se sous-estiment beaucoup, qui se dévalorisent, et ça, c'est quelque chose qui les rejoigne. Oui, bonsoir. Je voulais poser la question, moi, vous dites le burn-out, en fait, on sait ce qui l'a déclenché. N'est-il pas possible quand même, au départ, enfin, à un moment donné, de ne pas se rendre compte qu'on part en burn-out et que ça nous tombe dessus comme ça, sans savoir ni pourquoi ni comment. Et puis, on trouve ensuite, en réfléchissant, peut-être l'origine du mal. Vous avez l'air très catégorique, en fait. C'est pour ça que je vous pose la question. J'essaye de faire un peu la différence, parce que c'est vrai que les gens disent « je suis en burn-out » et en fait, quand on les interroge, on voit bien que la dépression était déjà en place. Et que le travail, c'est peut-être l'élément déclencheur qui fait que, eh ben oui, on n'en peut plus, quoi. Donc c'est pour ça que nous, c'est intéressant de faire un peu la différence quand même. Il y a des gens, c'est vraiment le burn-out, c'est-à-dire que c'est au travail, c'est situé au travail. Ils nous disent, dans ma famille, ça va, j'ai une compagne qui est soutenante, j'ai des enfants qui vont bien, j'ai mes parents qui m'entourent, tout va bien, sauf qu'au travail, je suis mal. Oui, là, c'est un burn-out. Voilà. C'est plus ça. Oui, pour illustrer, souvent sur la question du burn-out, le sommeil, par exemple, en vacances, tout va bien, le bon sommeil, pas de nuit coupée, et puis, hop, on reprend le travail, et ah bah là, le sommeil, paf, il va plus bien. Il suffit de plus être au travail pour retrouver les idées claires, bien dormir, la joie de vivre. Et puis, donc ça peut se présenter comme ça. Il y a pas, ça peut être un des signes. Ça peut être un des signes. Et que, ce qui est compliqué, c'est que quand les choses s'installent progressivement, et que souvent dans le burn-out, il y a eu des tâches qui sont accumulées, les choses sont arrivées progressivement, et qu'on sait que c'est souvent un événement particulier où on peut se rendre compte que ben non, là, ça prend trop de proportions. Ou quand les autres aussi nous disent « non mais là, je ne te reconnais plus ». Et peut-être faut accepter d'écouter les autres. Faut entendre. Et d'entendre, oui. Il faut accepter d'écouter son corps aussi. Parce que, voilà, quoi, l'insomnie, des fois aussi, simplement, des mots qui arrivent. On va chez le médecin, on a mal au ventre. Le ventre, enfin, je sais pas. Mais souvent, voilà, ça se porte. On n'écoute pas assez, quelquefois, son corps qui nous dit « stop, il y a quelque chose là ». Les migraines, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus s'installer. Et quelquefois, c'est voilà, la sollicitation perpétuelle et sans cesse. Voilà. Alors, on a une autre question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'il existe au niveau mondial des statistiques sur la santé mentale ? Alors, ouais, déjà national, j'ai des chiffres qui m'ont effectivement surprise. J'en ai pas beaucoup parce que les chiffres, c'est vrai que il y en a tellement que. Mais j'avais retenu ce chiffre. On n'en a pas beaucoup donné ce soir. Hein, enfin. Non, on n'en a pas donné beaucoup. Hein. Étonnamment. En 2000, il y avait 1 million de suicides dans le monde. En 2000. En 2020, 1 500 000. Donc en 20 ans, il y a eu une grosse augmentation des suicides. Après, les autres chiffres, alors ça c'était mondial. En France, je ne sais pas si vous en voulez, mais... Ah, au niveau géographique, est-ce que le monde entier est touché, par exemple? C'était votre question, monsieur? Alors, c'est difficile de te répondre sur des chiffres exacts, parce que, bon, moi, j'ai pas des chiffres. Après, au niveau mondial, et on le voit avec les populations qu'on reçoit, il y a aussi toute la culture. Je veux dire, la santé mentale, elle n'est pas investie pareil partout. Nous, dans nos sociétés occidentales, on est quand même très recentré sur nous-mêmes, et en ce moment, on est très, il y a beaucoup d'individualisme, et on n'est plus trop au service du collectif. Dans certaines régions du monde, je pense en Afrique, ou dans les croyances sont différentes. La santé mentale n'est pas du tout considérée de la même façon. Mais répondre en détail sur des chiffres, non, je ne sais pas. Christophe? C'est un enjeu quand on essaye justement sur les chiffres, c'est déjà quel est l'outil de mesure, est-ce qu'on parle de la même chose?
Par exemple, la schizophrénie, en fait, c'est un terme qui définit une maladie dans certains pays, mais en fait, dans les études, quand on rentre dans le détail, c'est que ce qu'on a mis dedans. Est-ce qu'on a mis aussi des bouffées délirantes qui sont aussi, du coup, on retrouve des symptômes un peu similaires. Et puis, du coup, qu'est-ce qui est notre niveau d'alerte par rapport à finalement la question de pouvoir dire que l'on va moins bien. Mais là encore, finalement, au-delà des chiffres, on voit quand même, on peut dire qu'une personne sur 4 va être concernée par des troubles de santé mentale, que c'est un vrai sujet de santé publique, c'est pas juste un petit pourcentage, c'est vraiment un sujet global, et notamment les troubles anxieux qui sont les troubles les plus répandus. Alors vous avez une autre question, je crois, monsieur. Juste auparavant, pourquoi vous avez posé cette question ? À venir à la première. Est-ce que finalement la mauvaise santé mentale, c'est une question qui peut paraître un peu provocatrice, n'est pas une maladie ou un mal-être de riches? C'est qu'on a... La France est quand même, je pense, au niveau européen, championne du monde des antidépresseurs, etc. Voilà. Justement, c'est aussi des remarques qu'on peut se dire, bah tiens, c'est des sujets d'occidentaux. Mais en fait, là, on a beaucoup de demandes actuellement au niveau des premiers secours, c'est en Afrique. Il y a eu tout un travail de fait autour des questions de santé mentale par des coiffeuses. Il y a eu autour de la question de la solidarité, des difficultés que la précarité, ça fragilise, et la santé mentale, quel que soit le niveau de revenu, elle existe. Mais on voit que quelles que soient les cultures, c'est des questions qui se posent, peut-être pas forcément avec les mêmes mots, où on ne va pas forcément prioriser les mêmes choses. Ça rejoint un peu ce que disait le docteur Talichet il y a quelques instants. Finalement, la religion, les cultures influent quelque part sur le besoin de regarder, de vérifier sa santé mentale. Est-ce qu'on, finalement, ce que vous vouliez peut-être dire, docteur Talichet, vous allez pouvoir répondre, mais est-ce qu'on ne se regarde pas un peu trop le nombril, pour parler clairement? Alors, je pense qu'il faut distinguer les maladies psychiatriques et la santé mentale. Quand on prend justement des statistiques, je n'ai pas les chiffres, mais par exemple, la schizophrénie, elle est présente partout dans le monde, dans les mêmes proportions, sauf que elle n'est pas forcément diagnostiquée pareil. Moi, j'ai vu des étudiants qui venaient de Mayotte ou de Madagascar. Il y a toute une culture au niveau de l'envoûtement, de l'ascensionnement. Nous, ce qui nous paraît vraiment comme une bouffée délirante aiguë ou une schizophrénie, finalement, n'est qu'un sort jeté ou un envoûtement pour ces personnes-là, mais qui vont finir dans un déficit parce que pas soignés, mal soignés. Ils vont continuer d'être pas bien. Après, là, la question de... après, on rentre dans quelque chose qui est social. C'est la vision sociale. Je pense que oui, dans nos sociétés occidentales, on voit bien qu'il y a quand même... on a de plus en plus d'outils de communication. On communique de moins en moins. Et on a de moins en... Enfin, moi, en tout cas, c'est plus peut-être un avis personnel, là. Mais je trouve qu'on est de moins en moins collectif. Voilà. On est de moins en moins... L'esprit collectif se perd. Je trouve. Globalement, oui. On se dirige vers quoi, peut-être? Même si je dois rester neutre, c'est vrai qu'au regard de la société, et pas très loin de soi, l'individualisme, malheureusement, est de plus en plus présent. Et c'est d'ailleurs un paradoxe. Parce que voilà, l'humain a besoin de communiquer, d'aller vers l'autre, c'est la base. Alors le problème, c'est que quand on est, si on revient à des choses un peu plus essentielles,
Je veux dire, bien sûr qu'il faut prendre soin de soi, mais comment est-ce qu'on prend soin de soi? On prend soin de soi, bien sûr, en se recentrant sur soi, mais en écoutant ses émotions. Alors, tout le monde sait hein, qu'il faut bien manger, avoir une alimentation saine, pas boire, faire du sport. Ça, tout le monde le sait. Par contre, ce que les gens savent moins, c'est que comment est-ce qu'ils ressentent leurs émotions? À qui ils parlent de leurs émotions? Il y a des personnes, je suis sûre dans la salle ou autour de vous, qui n'expriment jamais d'émotions. Donc, ils ne vont jamais se tourner vers l'autre pour aller demander de l'aide. Or, l'être humain on est fait pour les interactions sociales. Et on s'enrichit des interactions sociales. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on fait, parce qu'on ne voit pas que des malades psychiatriques, hein, on voit beaucoup de troubles anxieux. Je veux dire, les premières recommandations sont vraiment la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion du temps, comment est-ce qu'on prend soin de soi. On travaille vraiment dans ces... qui voyez-vous? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous faites partie d'associations? Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez une famille? Etc. Alors, parmi vous, mesdames, messieurs, ou également hein, du côté de Facebook en live, est-ce qu'il y a des personnes justement qui se sont posé la question eux-mêmes? Alors vous n'êtes pas obligé de lever la main, bien sûr, mais c'est de poser la question sur sa propre santé mentale ou celle de ses proches. Vous pouvez juste hocher de la tête. Tout simplement, mais je suis curieux de la question. On est d'accord, il y en a quelques-uns qui se la posent, et quelques-unes. Nous sommes nombreux. Je vais m'englober, même si je suis neutre, je vais quand même m'englober sur cette question. On parle de santé mentale réellement depuis combien de temps? C'est assez récent, hein. On parle je dirais une quinzaine d'années. Et pourtant, je ne veux pas dire on se sent tous concernés, mais j'ai un peu l'impression que... Comment ça se fait? Est-ce qu'on n'est pas finalement, passez-moi l'expression, mais au balbutiement, on a mis le doigt sur quelque chose qu'on aurait dû s'occuper il y a bien longtemps, et que finalement c'est cette accélération avec le stress, avec tout ce qui va dégrader la santé mentale d'une personne. Est-ce que justement on est peut-être un peu trop tôt finalement dans la réflexion? Et alors, vous êtes là, 4 intervenants, je le pense, surtout vous, mesdames, messieurs, bien important pour la détection et justement pour améliorer la santé mentale, en tous les cas pour la tirer vers le haut. Docteur Talichet, vous voulez répondre à Médir sur certains éléments, non? Je veux dire, quand on parle de santé mentale, on veut plus avoir une action de prévention. Bien sûr. C'est-à-dire que, oui, il faut prendre soin de sa santé mentale, sinon les symptômes s'accumulent. Et c'est là où on peut basculer dans la maladie. C'est comme quand on dit faites du sport. Si vous faites du sport, vous aurez moins de diabète, moins de tension, vous serez moins gros, il y aura... Voilà. Et c'est un petit peu pareil avec la santé mentale. Donc, c'est une façon de prévenir. Je veux dire, si on arrive à identifier les signes d'alerte, par exemple au travail, ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? On subit et on dit j'attends la retraite et je me mets dans un coin, ou on essaye d'agir sur les événements. C'est un exemple. Hein. Alors, oui, peut-être qu'il faut se poser la question de changer de travail. Mais peut-être que quand on est tout seul, on n'y arrive pas, donc il faut demander de l'aide. Alors ça peut être... C'est pas forcément un professionnel de la psychiatrie. Ça peut être des psychologues, mais ça peut être aussi discuter avec un ami, en échanger avec sa famille, aller voir... Pôle emploi s'il y a des possibilités, regarder les congés formation, voir ce qui est possible. Voilà, il y a des possibilités, mais ne pas s'enfermer dans
dans des problématiques. Donc on est vraiment sur, quand on parle de la santé mentale, je pense qu'on parle vraiment de la qualité de vie, et c'est vraiment quelque chose qui est dans une visée, j'allais dire, de prévention. De prévention. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on parle quand même de la formation sentinelle et puis des premiers secours en santé mentale. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est intéressant. Peut-être que tu veux parler avant des... Non, c'est parfait. D'accord. Donc moi, on est toutes les deux formatrices départementales de la crise suicidaire. C'est-à-dire qu'on forme déjà des professionnels qui sont en première ligne de la crise suicidaire, qui reçoivent des gens qui ont fait des tentatives de suicide, et on les forme pendant 2 jours, ça dure 2 jours, pour essayer de recevoir bien, de faire des bonnes évaluations. Enfin bref, c'est très spécifique, par exemple aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux ASH, ou même aux assistants sociaux. Par contre, on s'est rendu compte que les suicides et tentatives de suicide n'avaient pas baissé suffisamment. On n'est pas bon dans le Rouennais. Donc, on a mis en France, en règle générale, mais dans le Rouennais, moi je parle de Rouen, parce que voilà. Et du coup, on a mis en place une formation qui est nationale, qui s'appelle la formation Sentinelle, qui s'adresse à des citoyens, donc qui ne sont pas dans le milieu médical. C'est une formation qui dure 2 jours. Et ça peut être, par exemple, le facteur, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'une association. Et récemment, effectivement, on a formé les vétérinaires, par exemple, parce qu'ils sont proches de paysans qui sont en première ligne actuellement, malheureusement, des tentatives de suicide, voire des suicides. Ça, voilà. C'est former la personne qui a envie d'être à l'écoute de quelqu'un, qui a déjà des dispositions, hein, j'allais dire à l'écoute, parce qu'il y a une sensibilité. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes sensible à cette question. Eh bien, cette formation, elle permet justement, alors bon, on peut peut-être après un peu détailler ce qu'on y fait dans cette formation, mais de se rassurer sur l'écoute qu'on a, se rassurer sur un savoir-être, un savoir-faire avec quelqu'un qui est en difficulté à un moment donné de sa vie. C'est apporter les premiers secours, donc quelque part en santé mentale. Voilà, il me semblait que Christophe allait prendre la parole. C'est vrai qu'on parlait de prévention, c'est bien cette idée-là, c'est que finalement quand on pense santé mentale, on va penser tout de suite professionnel de santé, alors que quand on pense santé physique, on ne pense pas forcément tout de suite professionnel de santé non plus. Et les premiers secours en santé mentale, c'est cette même idée, une formation citoyenne qui, là, est du coup plus sur, finalement, apprendre à aider quelqu'un dans son entourage qui va développer, du coup, des troubles de santé mentale. Alors, sachant que, du coup, c'est une formation qui existait déjà à l'international et qui existe depuis plus de 20 ans à l'international. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est en France, ça s'est implanté, c'est grâce à un Rouennais, Michael Bardonnec, qui avait trouvé ça dans son travail. Du coup, il s'est dit, tiens, ça peut être pas mal. C'est comme ça que l'histoire a commencé en France. Donc finalement, Rouen est un peu impliqué dans cette logique. Voilà, donc les sentinelles ne cessent de grandir en nombre et sont quasiment d'intérêt public. On pourrait presque prendre le raccourci. Oui, alors, cette formation à la prévention du risque suicidaire, c'est une formation nationale, hein, c'est pas toutes les deux, on n'a rien inventé, mais c'est vraiment pour essayer de... On en profite pour vous en parler, hein, puisque voilà, vous êtes certainement un public sensible, et c'est vraiment essayer de déceler les signes, les symptômes d'alerte qui font qu'on doit intervenir, et comment est-ce qu'on intervient. De la même façon, les premiers secours en santé mentale, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait. On vous a déjà donné quelques éléments, hein, sur les émotions, aller vers l'autre, ne pas rester seul, ne pas être isolé. Et surtout, si vous êtes concerné, il faut bien connaître vos propres limites. On ne peut pas s'improviser. À un moment, il faut s'arrêter dans l'aide qu'on peut apporter à l'autre, parce que sinon, on y laisse soi-même des plumes. Voilà. Et ça,
dans certains milieux, hein, je pense à certains milieux associatifs, certains milieux sociaux, on le voit, des gens qui se donnent, alors qui pour le coup sont effectivement en burn-out parce qu'ils ont trop donné et ils n'ont pas su mettre les limites. Ce qui est important, là, je me dis que si je vous posais la question de savoir quels sont les signes, par exemple, d'une crise cardiaque, je suis sûre que vous allez me répondre, ou un AVC, moi je pense que vous me répondrez. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de la prévention, on l'a fait télévisuellement, on l'a fait à la radio, il y a même eu des petites formations sur les gestes d'urgence. Sur la crise suicidaire, il n'y en a pas eu. Et nous, ce que souhaite le ministère de la Santé, je pense à le GEPS, c'est que les gens puissent être sensibilisés à la crise suicidaire et puissent repérer les signes qui pourraient les inquiéter et être formés à accompagner les patients et savoir où les orienter surtout. Voilà. Et que ça soit, la crise suicidaire, l'affaire de tous, en fait. Alors, je pense que c'est l'affaire de tous, ça doit l'être, mais c'est pas facile, à mon sens, d'aller parler à quelqu'un où on sent qu'il est déjà d'arriver à le détecter, parce qu'une personne qui veut se suicider, souvent le cache jusqu'à l'acte, malheureusement. Mais si on arrive à le déceler... Alors vous voyez, je vais vous couper parce que je trouve que c'est intéressant ce que vous avez dit. Non, c'est pas une bêtise. Ici, on a tous des idées reçues sur le suicide ou les tentatives de suicide. L'idée reçue, ça serait ici, la personne le cache jusqu'au bout et ne le dit pas. C'est ça. C'est une idée reçue. Ou alors, c'est plutôt les signes qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, la formation, justement, on va parler de nos idées reçues. On va essayer de parler. Je suis sûre que vous repérez des signes. Les gens repèrent les signes. Une collègue qui ne parle plus alors que d'habitude elle est enjouée. Quelqu'un qui commence à boire alors que d'habitude il boit une bière, il en boit 3, il en boit 4. Des signes qui vous alertent. Et ces signes qui vous alertent, il faut vous faire confiance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'est pas comme ça d'habitude. C'est bizarre. On lui pose la question. Si on veut savoir, c'est aller vers l'autre en lui disant « Je trouve que tu ne parles pas beaucoup en ce moment. Et d'habitude, tu es beaucoup plus enjoué. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas bien ?» Posez la question aux gens. Je suis sûre qu'ils répondent. Alors après, ils peuvent dire « Non, mais je n'ai pas envie de te parler maintenant. » Ok, mais moi, je suis disponible. Si tu veux venir me parler, tu peux venir. C'est aller vers l'autre. Et cette formation Sentinelle, je la trouve très intéressante pour ça, c'est qu'on fait beaucoup du pratico-pratique. Les gens viennent et savent déjà beaucoup de choses, on va dire. C'est la même logique dans les premiers secours en santé mentale. Ça a été écrit dans la même lignée sur cette question de comment être attentif, que regarder, et puis aussi quoi dire, parce que mine de rien, c'est vrai que c'est pas des sujets qu'on aborde aussi facilement que la météo ou l'actualité, mais pour le coup, d'avoir des formations, ça permet d'acquérir des réflexes sur dire peut-être comment je peux aborder ce sujet-là, et puis en termes de ressources, parce que finalement, pas que ce qu'il existe aujourd'hui en termes de ressources en santé mentale, et ce qu'on a dit auparavant, la question de la sophrologie, la question de oser aller voir un professionnel de santé quand il faut, ou aussi déjà rééquilibrer son quotidien, ça fait partie des panels de ressources. Alors, nous sommes à environ une quinzaine de minutes de la fin de cette agora. Le temps passe très vite. Je me permets justement de faire un point intermédiaire. N'hésitez pas, si vous avez une question à poser, vous pouvez le faire dès maintenant ou même, voilà. Et également en distanciel du côté de Facebook Live. Bonsoir madame. Bonjour monsieur. Bonjour à tout le monde. Où pouvons-nous suivre cette formation? Parce que vous ne nous l'avez pas dit. Et c'est important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait envie de le faire. Est-ce qu'on a le droit, chaque citoyen, de le faire ou pas? Ou est-ce qu'il faut déjà être ou médecin ou infirmière ou... Je ne sais pas. Très bonne question. Alors, sur laquelle sur les formations Sentinelle ou les premiers secours en santé mentale? La formation Sentinelle. Alors, pour la formation Sentinelle, avec Sylvie, on est donc toutes les deux
les référentes prévention suicide sur le territoire rouennais. Donc, on a 2 types de formations. Soit on fait des formations via un organisme qui s'appelle l'IREPS, c'est-à-dire que vous sollicitez l'IREPS qui est, mais on peut se voir après, hein, qui travaille donc avec l'ARS et qui nous demande de faire ces formations, ou autrement vous nous sollicitez à titre privé. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Il faut un groupe. Hein. On fait pas de l'individuel, on fait des groupes. L'idéal, c'est autour de 10, 12, 15 personnes, 14 personnes maximum. Voilà. Pour les formations santé mentale. Personnes, il faut, par exemple. C'est l'idée de faire des groupes de formation. Faut faire un groupe. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut régional d'éducation et de promotion à la santé. Il y a des IREPS dans toutes les régions et il y a des délégations par département. Donc, du coup, il y a une permanence qui se fait le mardi matin à la Maison des Ados de Tête. Hein, et la personne à contacter, c'est Madame Berthelot. Mardi ou mercredi, elle s'est mariée cet été, on ne sait plus son nom. Vous demandez Clémentine à la Maison des Ados de l'IREPS. Et il y a des sessions qui sont régulièrement organisées, que ce soit les sessions sentinelles, évaluation, intervention, et il suffit de vous inscrire. Une autre question. Oh, bonsoir, monsieur. Petite question justement sur le programme Sentinelle et Premiers Secours. Est-ce que vous avez pensé à contacter les comités d'entreprise des grosses entreprises pour justement leur proposer ce système? Parce que je sais que ça existe, par exemple, pour les premiers secours en tant que cardiaque, trucs comme ça. Mais ça serait peut-être intéressant de le proposer, justement. Je vois le docteur Telchek qui s'interroge. Jusqu'à présent, toutes les formations ont été destinées à des professionnels de santé pour les modules évaluation-intervention ou évaluation-orientation. Et pour les formations sentinelles, on en a fait 3 sur les dernières années. Et les personnes qui étaient passées par l'IREPS, on avait des gens qui faisaient de l'écoute téléphonique, des personnes qui travaillaient aussi dans des milieux associatifs. Voilà, c'est. Mais les comités d'entreprise, non. Après, ça supposerait qu'on ait une démarche commerciale auprès de ces comités d'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas bien le temps. Alors, on a une question en distanciel de Aurélie. Aurélie qui se pose la question, où est-ce que l'on peut suivre des ateliers de sophrologie? Alors, je mets en place 2 ateliers de sophrologie les jeudis soirs à Roanne et j'en ai un le mardi soir à Coutouvre. Donc il faut s'inscrire puisque les cours vont démarrer la semaine prochaine et sur la séance par exemple de 19h30, on est déjà presque complet. Après, je suis à l'écoute de demandes. J'ai par exemple un groupe d'institutrices, 4 institutrices qui m'ont fait une demande d'un groupe privé. Donc ça peut aussi, de la même manière que vous demandez pour la formation, on peut mettre en place des groupes privés avec des gens qui ont envie de partager ça entre eux, soit dans des milieux professionnels, dans des entreprises, des CE, des choses comme ça. Voilà. Alors c'est une personne qui a priori d'un autre département. Ah, d'accord. Voilà, mais merci d'avoir répondu à cette question. Il faut qu'elle se renseigne en fait auprès de sophrologues en fait, le regard. Tout simplement, dans sa région. Dans sa région. Voilà, donc Aurélie. Aurélie, il faut chercher. La question a été posée. Est-ce que du côté du public, il y a des questions? 2 questions. Alors je vais d'abord demander à madame, s'il vous plaît. Bonsoir madame. Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir si on sensibilisait en fait les enfants pour prendre soin de leur santé mentale justement.
hein, à l'école, au niveau. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que nos instituteurs sont formés pour ça? Est-ce que... Ben, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose d'assez récent en fait, parce qu'on parle de santé mentale depuis quelques années. Et du coup, Santé publique France, qui finance aussi toutes les actions de prévention, dont on a beaucoup entendu parler à l'époque des confinements et compagnie, en fait, ils ont aussi une action en santé mentale. Et il y a tout un travail qui est en train d'être fait autour des compétences psychosociales. Et donc derrière ce mot-là, il y a la question de la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place. Alors il y a tout un travail des associations depuis de nombreuses années, mais il y a une vraie prise de conscience au niveau national. Et pour répondre en partie sur la question de sensibiliser, former les jeunes, les premiers secours en santé mentale, ils existent aussi pour les adultes qui s'occupent d'adolescents. Et on est justement en train de travailler le module ado qui existait depuis de nombreuses années en Australie. Donc l'adaptation française, elle est en cours de réalisation. Ça se tourne sur Lyon d'ailleurs, les vidéos. Et elle est diffusée normalement à partir de 2024, parce que l'éducation nationale est en train de voir pour former des formateurs en interne. Donc c'est des outils qui sont amenés à se développer dans les années qui viennent. Merci Christophe. On a une nouvelle question ici même dans le public. Alors là, je m'adresse à vous, Madame Docteur Talichet, les médicaments, parce que quelquefois, je me suis aperçue, étant proche de quelqu'un, qu'on assomme le patient qui peut devenir un zombie. Qu'en pensez-vous, docteur Talichet? Alors, moi, ce que je pense, c'est que le médicament, il doit être là quand on en a besoin. Il faut savoir qu'il y a des gens qui surconsomment quand même des médicaments au-delà de un nomadisme médical. Mais le médicament doit être là uniquement quand il y en a besoin et doit améliorer la qualité de vie de la personne. Voilà. Après, c'est vrai, on ne peut pas faire d'une généralité. C'est vrai qu'en psychiatrie, je vous parle de la psychiatrie, je ne vous parle pas du bien-être là, ni de la santé mentale. En psychiatrie, parfois, il y a des personnes qui nécessitent des traitements lourds. Alors maintenant, on a quand même tout un tas de molécules, de nouvelles molécules. Enfin, quand je dis des nouvelles molécules, c'est des molécules qui ont 30 ans quand même. Moi, j'ai commencé la psychiatrie, c'était des molécules qui avaient... on a toute des nouvelles générations de médicaments qui, a priori, ne doivent pas assommer les gens. Après, vous savez, c'est difficile parce qu'on a des pathologies parfois qui sont très productives, très actives, avec des gros troubles du comportement. Donc à un moment, il faut aussi que ça puisse s'arrêter. Après, je crois que... moi je connais tous les psychiatres rouennais. Pas l'impression, peut-être il y a quelques années, mais qu'on surprescrit pour faire, comme vous dites, des zombies. C'est pas le but. On n'a pas fait ce métier pour transformer les gens. Au contraire, on travaille beaucoup sur la qualité de vie et sur ce qu'on appelle, je vous en avais parlé au début, sur le rétablissement. C'est-à-dire récupérer un bien-être dans sa vie, bien qu'ayant une maladie psychiatrique ou un trouble psychique important. Merci pour votre réponse. Oui, attendez, on a oublié de dire quelque chose de très, 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 très important. Et juste après, la parole également à Christophe. Juste vous dire qu'il existe depuis la pandémie, je crois que ça a été mis en place. Il y a le numéro 3114, j'ai laissé des affiches derrière. Vous le voyez, elle est affichée derrière 3114. Il y a des affiches et des petites cartes qui sont des cartes ressources. Les familles peuvent les utiliser, surtout les gens aussi suicidaires. Ils peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils seront écoutés et c'est une écoute professionnelle. Ce sont des gens qui sont formés à l'écoute et à l'évaluation d'une crise suicidaire, mal-être. On peut appeler. Vous pouvez prendre des cartes derrière, les distribuer, que ce soit pour les adolescents et les personnes âgées aussi, parce que je vais faire juste un petit focus. C'est mes collègues qui m'ont dit ça aujourd'hui en disant
les personnes âgées sont des personnes qui sont très touchées par la dépression, par la crise suicidaire, et souvent c'est masqué par des problèmes somatiques. Savoir poser les questions aux personnes âgées sur leur bien-être mental, sur comment ils vont psychiquement, comment ils ont le moral, voilà, ça c'est important. Ben, ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Il y a Christophe qui voulait apporter un élément. Justement, pour un peu illustrer tout ça, j'avais un cas de sup qui disait que le médicament, c'est la porte d'accès aux soins. Et je trouvais que c'était une belle image parce que la porte, ça fait partie de la maison, donc c'est un outil du soin important, la porte, mais que c'est pas que ça. Et que du coup, on voit aussi l'importance, et en gériatrie on le voit, et aussi en psychiatrie, le fait des soins relationnels, des activités. Faire du jardin en hôpital de jour, par exemple, ça va aider à ce que aussi remettre en activité. Et puis il y a la question de comment aider la pensée, toutes les techniques aussi qu'il peut y avoir de stimulation. La remédiation cognitive, et puis la vie sociale, c'est vraiment, c'est aussi finalement l'un des soins les plus importants, c'est le collectif, et on en revient à cette question-là, c'est que ça reste l'outil le plus efficace pour l'être humain. La santé, l'état de la santé mentale ne serait-il pas le nid finalement, attention à ce que je vais dire, et là vous avez le droit de bondir ou pas, de maladies telles Alzheimer, on n'en a pas parlé ce soir, mais de type voilà, comme Alzheimer. Est-ce que ne pas s'occuper de la santé ou de quelqu'un de proche, encore une fois, ou de sa propre santé, à terme, est-ce que ça ne risque pas d'engendrer des maladies beaucoup plus graves, psychiatriques par exemple, ou voisines? Il n'y a pas tellement de lien entre une évolution vers les maladies d'Alzheimer. Alors on dit que bon, une surconsommation de benzodiazépines pendant des dizaines d'années peut favoriser l'apparition de troubles cognitifs, oui, certes. Mais par exemple, tout ce qui est diagnostic de maladie d'Alzheimer, ça reste quand même des maladies neurologiques avec des symptômes bien particuliers. Après, bon, tout à l'heure, Sylvie, vous parlez de dépression. On a tout un tas de dépressions, hein. On a tout un catalogue de formes de dépression. Et de la même façon, dans les troubles cognitifs, les maladies d'Alzheimer, des formes de démence, on en a aussi tout un catalogue. Donc les diagnostics, il faut faire un diagnostic pour pouvoir bien soigner les gens quand ils ont une maladie. Après, c'est le mieux vivre, hein. Prendre soin de sa santé mentale, c'est le mieux vivre. Mais dans le déclenchement d'une maladie... Alors après, il y a les pathologies psychosomatiques. On pourrait en discuter, mais là, on repart pour 1 heure. Hein, c'est-à-dire que des gens qui sont très stressés et qui vont se déclencher parce que par un défaut d'élaboration des maladies. Et ça, on connaît tous des exemples où des personnes, par exemple, déclenchent une maladie grave après un deuil ou le décès d'un conjoint. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent communément appeler les chocs. Voilà. D'accord. Mais là, c'est voilà. Je pense que il n'y a pas forcément de lien, donc. Et même avec la schizophrénie ou des choses comme ça, il n'y a pas de lien. Alors, reprécisez votre question, s'il vous plaît. La question est l'état. Laisser l'état de sa santé mentale ou d'un proche se dégrader jusqu'à où ça peut aller. Est-ce que ça peut engendrer, par exemple, de la schizophrénie ou pas? Alors, c'est plutôt comment est-ce qu'on détecte des formes précoces de schizophrénie, plutôt que pas prendre soin de sa santé mentale déclencherait une schizophrénie. Non, c'est d'abord faire un diagnostic précoce pour prendre en charge très rapidement, notamment par toutes les méthodes de réhabilitation, les méthodes de rétablissement, hein, pour justement qu'il n'y ait pas de déficit qui s'installe. Je ne sais pas si je...
Si, c'est assez clair. Alors après, vous allez me dire, oui, mais alors comment on fait pour diagnostiquer? Je pense que c'est dès qu'on est inquiet, que ça déborde de trop le quotidien et que ça empêche la vie quotidienne, que là, on doit se poser la question. Et la première porte, c'est d'aller voir son médecin généraliste. Merci pour votre réponse. J'étais en train de vérifier le temps qu'il nous restait. Globalement, c'est la dernière minute. Est-ce qu'il y a des questions ou une dernière question que vous posez? Oui. C'est une dame qu'on n'a pas entendue ce soir et c'est avec plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir. Ma question était juste, à la naissance, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à cette santé mentale? Je veux dire, où est-ce qu'on peut, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont, on va tous naître, on va dire, dans une santé mentale qui serait bien, et puis après ça va évoluer, ou alors on pourrait déjà, à la naissance, via l'hérédité, voilà, l'hérédité, pour avoir une mauvaise santé mentale plus tard, entre guillemets. Si, globalement, ça me paraît assez clair, mais comme question. Je ne crois pas qu'on se dise tous égaux. Hein. En droit, oui. Théoriquement. Mais bien sûr qu'il y a des facteurs génétiques qui vont rentrer des facteurs aussi des grossesses qui se passent mal, des problèmes autour de l'accouchement, des enfants qui vont avoir des hypoxies. Donc l'hypoxie, c'est le cerveau qui est mal oxygéné. Hein, donc il peut y avoir des accidents autour de la naissance. Donc effectivement, alors il y a des études qui ont été faites sur à la naissance. Puis après, ça dépend. C'est l'inné et l'acquis. Hein, on n'a rien inventé. Hein, il y a ce qu'on est constitutionnellement. Et puis après, il y a toutes les stimulations, l'entourage, les conditions dans lesquelles on vit, l'histoire de la personne. Je veux dire, ses facultés de résilience. Est-ce qu'on peut surmonter et sublimer? Voilà, je ne sais pas si je réponds correctement à ta question. On pourra en reparler. J'avais juste envie de compléter qu'on en parlait en préparant sur le fait que la santé mentale, c'est un équilibre. La marche, c'est un équilibre. On passe notre temps à se rééquilibrer. Parfois, on tombe, ça arrive. On peut se faire très mal, on peut se faire une grave chute. Mais on peut aussi s'en relever et que peut-être finir sur une note d'espoir. C'est que les questions de santé mentale, il y a des personnes qui ont traversé des choses quand même particulièrement difficiles. Mais pour autant, la vie, elle ne s'arrête pas là et qu'on peut aussi repartir et que du coup, c'est pas terminé et qu'on a encore de belles choses à vivre, y compris en ce début de week-end. Merci infiniment Christophe. Donc globalement, c'est la fin, le terme en tous les cas de cette agora passionnante. Encore une fois, pour toutes les personnes qui sont en présentiel, juste devant moi, si vous avez quelques questions plus personnelles, parce que je peux entendre, nos 4 intervenants et professionnels vont rester encore quelques minutes. Nous serons off du côté de Facebook. Néanmoins, les personnes sur Facebook Live peuvent continuer encore à l'heure actuelle à poser des questions que l'on pourra toujours faire transiter à nos 4 intervenants. Globalement, est-ce que l'Agora vous a intéressé? On est d'accord? Voilà. Eh bien, je vais donner la parole à notre président Georges Bonneau, que je vous demanderai d'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Président de territoire Loire. Merci. Alors tout d'abord, une petite question matérielle. Pour les personnes qui n'auraient pas de sac sur leur siège, il y en a devant, elles peuvent les récupérer. Les échanges entre les intervenants et la salle ont été très enrichissants, me semble-t-il. Ils nous permettront d'être plus vigilants pour comprendre et agir face à une santé mentale déficiente. En effet, l'handicap psychique est souvent méconnu. Harmonie Mutuelle est intéressée par le bien-être mental de ses collaborateurs et une étude a été réalisée avec 400 d'entre eux, c'est-à-dire à peu près un dixième du personnel d'Harmonie Mutuelle.
Un grand merci à Madame le docteur Taléché, ainsi qu'à Mesdames Duré et Guillermet, sans oublier Monsieur Buffavant. Un merci à l'animateur de cette soirée, Sylvain Chaise, qui assure rendre très dynamique notre agora. Mes remerciements à chacun d'entre vous de votre participation, ainsi qu'à Gilbert Munoz, qui est caché derrière la petite pancarte, là, notre assistant de la vie mutualiste, qui n'a pas ménagé son rôle, et à l'organisateur de cette soirée, en ce qui concerne donc la visioconférence, Christian Chaise. Et ça a permis l'enregistrement de l'Agora en visioconférence, comme je vous l'ai dit. Je n'oublierai pas mes collègues de la région Auvergne, Marie-Hélène Closon, Bernard Chotti et Jean-Michel Dujoux, ainsi que Marie Badière, collègue de Gilbert, qui ont bien voulu venir et qui ont pas mal de route à faire. Je suis un président sensible à leur présence. Mais je suis certain que vous allez échanger encore en toute convivialité devant un petit buffet. Alors profitez-en. Bonne fin de soirée et bon retour à tous. Merci, Président. Alors, j'apporte quelques infos complémentaires et des remerciements notamment pour Espoir Santé Harmonie, j'espère que je l'ai bien prononcé, l'association qui nous a grandement aidé à élaborer cette nouvelle agora et notamment pour se retrouver ici dans cette salle. Donc merci à vous, je crois qu'il y a des personnes justement de l'association qui sont parmi nous et merci de votre présence et de votre soutien et de votre aide par rapport à cette agora. Vous avez des questionnaires qui vous auront été remis vers la fin de l'agora. Alors, si vous avez la possibilité de les remplir, ça nous aiderait beaucoup à progresser et pour les prochaines thématiques suivantes, pour les prochaines agoras d'harmonie mutuelle. Essentiel Santé Magazine, l'instigateur de base. Voilà, merci infiniment à nos 4 intervenants et intervenantes, ou plutôt intervenantes et intervenants, c'est plus respectable, dirons-nous. C'était passionnant, encore une fois. Très très belle agora. Je ne sais plus si on est en live, encore sur Facebook. Je ne vois plus Christian. Personne ne me le dit. Je me retrouve comme un présentateur télé.